Bonjour, je vous présente un extrait de Si le temps du premier tome de Si le temps s'arrêtait. Tu as recommencé à bouger, s'insurge le sablier. Le vieux contemple ses doigts qui se sont crispés dans un point. Il se lève de sa chaise et il implore le sablier de laisser le temps avancer. Le sablier voudrait partir en vacances avec le vieux, au Grand Canyon, par exemple. Comment s'y rendre? Encore une fois, est la principale question. Le sablier se laisse un temps pour réfléchir. Si je te faisais reculer d'époque, tu serais au Grand Canyon lors de ton voyage avec ton fils. Oui, mon fils? Oui, bon, ton fils. Maintenant, je t'invite au Grand Canyon, le vieux. J'y retournerai avec joie si mes jambes me le permettaient. Il n'est pas question de tes jambes ici. Je te transporterai via l'espace et le temps. Comment vas-tu faire, Schnappant? Je suis le temps. Je peux facilement voyager à travers l'espace. Ici, on voit très bien les profondeurs du Grand Canyon. Il est magnifique et majestueux de sa couleur rougeâtre. Les pierres stratifiées ornent le sanctuaire de ce qui fut peut-être jadis une terre prospère pour les hommes des cavernes. Il s'agit peut-être du tombeau du Jardin d'Éden. Ce vieillard admire l'endroit où il a décidé de voyager avec émerveillement. Comment peut-on souhaiter mieux? Le contact du plastique le réveille de sa contemplation. Le sablier arrive toujours sans prévenir. Comment te sens-tu, vieux schnock? Je ne peux pas souhaiter mieux. Ne me fais pas plus sursauter ainsi, le sablier. Je vais faire mon possible pour préserver tes nerfs, vieux schnock. Mais il n'est quand même pas de ma faute que je surgisse à l'improviste. Je ne suis pas comme un ami de passage. Je suis le temps. Je me profile au travers de toute brèche dans les époques, jusqu'à ce que je retrouve le chemin idéal pour trouver ces gens avec lesquels je désire converser. Ces gens qui m'ont déjà vu et parce qu'ils sont déprimés. Ici, je veux faire ressortir mon personnage du sablier, qui est un peu particulier. C'est vrai, il prend vraiment la forme d'un grand sablier géant. Son rôle, c'est de venir égayer la vie des gens qui en ont besoin, des gens qui sont déprimés, des gens qui sont seuls. En fait, le sablier, il va aussi revenir dans le deuxième tome. On voit ici, au début de l'extrait, toute la situation précaire du personnage que j'appelle, avec humour, le vieux schnock. Ce vieil homme-là, on voit qu'il est défait par la vie, son corps est plus aussi bon que ce qu'il était quand il était jeune, il se sentait tout seul, mais là, le sablier vient comme égayer sa vie. Je pense que le parallèle avec les gens qui sont des foyers de personnes âgées est assez fort quand même. Maintenant, je vais vous lire un autre extrait, un peu plus loin. Un homme, une voie ferrée. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme des années 1920. À noter que l'extrait que je vous lisais tantôt, c'était les années 2020. Donc, en 1920, le jeune homme et la jeune femme vivent une vie quand même normale pour l'époque. Le jeune homme est, c'est un alcoolique, workaholic. Il s'en va travailler à tous les jours presque de la semaine. La jeune femme ne voit presque pas. La jeune femme, elle s'occupe de la maison. Elle est chanceuse de ne pas avoir d'enfants parce que c'est beaucoup de travail. Et aussitôt qu'elle s'occupe moins de la maison, le jeune homme va la réprimander, mais c'est quand le jour où son âme va être volée par Morphée, la jeune femme le jeune homme va voir comment est-ce qu'elle est importante à ses yeux. Puis il va même se choquer de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la jeune femme, en fait, était partie au pays de Pompéi, en Italie, dans les années 79. Bon, bref de discours inutile, je vais vous lire Un homme, une voie ferrée. Le début. Le jeune homme aligne les piliers de la nouvelle voie ferrée de la ville de Sainte-Foy. Il s'agit d'un grand projet de réaménagement du maire. Ce bon vieux schnock ne saurait ni comment planter un poteau, ni comment aligner des bouts de métal pour façonner une ligne de train.
Sacrée mère, comment les gens ici peuvent-ils encore lui faire confiance? Son dernier projet de réaménagement de route de gravel est tombé directement à l'eau. Les calèches avaient tracé des bavures comme contre les chemins et ceux-ci sont devenus impraticables. Le maire commande de nouvelles pierrailles chaque fois que celles présentes sont écartées et que le chemin donne sur la terre. Ce nouveau maire ne sait amorcer que des projets sans aboutissement. Il dépense l'argent des ouvriers et des cadres en plus. Que pense le jeune homme? En tant que manœuvre, le jeune homme croit fermement que les fumistes ne devraient pas diriger des villes. Il dirigerait Sainte-Foy et Québec, le jeune homme, s'il le pouvait. Après cette journée exténuante à placer chaque bout de fer bout à bout et à main nue, il reconduit sa calèche tout près de sa vieille maison de 1920. Son maître est à bout. Son corps est à bout. Sa tête n'en peut plus. Ses finances insuffisantes pour subvenir à ses besoins. Il agrippe en cachette une Slayman. Le liquide visqueux se glisse dans sa gorge avec une fluidité étonnante. L'habitude, peut-être, il la cale du début à la fin, et ce, en quelques secondes. Sa femme rentre bientôt de faire des courses selon le mémo qu'elle a laissé sur la table. On voit un peu le mode de vie du jeune homme, sa façon de penser. Il pense un peu qu'il est le meilleur de tout l'univers, si on peut dire. Puis, il est toujours au travail, il se rend en calèche travailler, ce qui prend des jours et des jours à se rendre à l'époque. Puis, il va travailler pendant environ quelques jours, puis il revient. Donc, sa semaine est quasiment passée au travail. La jeune femme, elle s'occupe juste de la maison. Il arrive, prend de la bière, de la grosse bière visqueuse, puis on dirait que sa femme est comme plus là dans sa vie. Ensuite, en fait, c'est un climat qui était présent dans les années 1920. Pour avoir parlé à des personnes âgées, je sais que c'est un peu comme ça, puis il faut avoir lu là-dessus aussi. Maintenant, un autre extrait un peu plus loin que ce que vous avez vu dans mon extrait présenté. Pompéi, la ville, extrait numéro 3, la deuxième tentative de sauver Pompéi. Donc là, la jeune femme, le vieux schnock et le sablier se réunissent dans Pompéi afin de convaincre le souverain de Pompéi, de l'Assemblée générale de Pompéi, c'est-à-dire d'appliquer des moyens pour sauver la ville et de le convaincre qu'il y a bien une menace à Pompéi. Donc, je commence mon extrait immédiatement. Avec le souverain, la jeune femme s'accapare de grosses pierres qu'elle et une dizaine de paysans s'affairent à placer aux alentours de la ville afin de la protéger de la lave qui s'en vient et qui menace de faire s'effondrer tous les temples et toutes les habitations déjà peu solides. Le vieillard ne peut travailler très fort, mais il a eu une idée, avec la jeune femme, de former un mur de pierre autour de la cité afin de la protéger des flammes. La jeune femme se lance à la poursuite d'autres pierres. Le souverain glisse un mot d'encouragement à ses nouveaux aidants. Je vous félicite. Vous me donnez un réel coup de main. Jamais je n'aurais cru que le Vésuve était une montagne si dangereuse. Nous n'avons pas le temps de discuter, souverain. Il faut placer des pierres, toujours placer des pierres. Il faut les imbriquer les unes par-dessus les autres. Des centaines d'hommes et de femmes qui travaillent ne voient plus le bout de leurs efforts. Ils continuent de fabriquer un pan de mur pendant que le sablier téléporte des pierres de partout et bâtit durant le temps que les paysans font un pan de mur, 10 pans de mur, lui, de son côté. La vitesse à laquelle travaille le sablier est étonnante. Tous l'admirent, mais pendant le temps qu'ils l'admirent, ils oublient de continuer à travailler. Vite, dit le sablier, continuons de placer les pierres, encore et toujours placer des pierres. Celles-ci peuvent vous protéger. Vite, mettez-vous en position pour que le mur soit assez solide pour tenir des jours entiers. C'est ce qu'il faudra à la lave pour sécher. Elle deviendra ensuite de la terre. Le sablier a construit un pan entier de mur en prononçant cette phrase. La continuité du travail sans borne des centaines de travailleurs n'a de cesse. Il n'y a aucune bavure dans le mur qu'ils ont bâti. Toute cette structure est faite pour tenir et elle va tenir. Elle va continuer de tenir. Il faut bien qu'elle tienne, sinon Pompéi sera détruit de nouveau. Il faut vraiment qu'elle tienne, sinon Pompéi sera détruit de nouveau.
Les efforts continuent de se déployer. Une deuxième strate derrière le premier mur commence à être bâtie. Durant ce temps, le sablier allonge la première strate autour du Vésuve afin que celui-ci soit emprisonné par sa propre lave. Continuez, n'arrêtez pas, hurle le sablier. Des centaines d'hommes continuent de travailler, mais ils ont leurs propres limites physiques, ce que le sablier n'a pas. Il faut continuer, hurle le sablier. Malgré tout, des dizaines d'hommes sont effondrés par terre, quasi sans connaissance. Aide-les, dit le sablier à l'intention du vieux. Mais comment je les aide? Je suis trop vieux. Trop tard, le sablier a déjà commencé à bâtir le mur. Il en est à la moitié de Vésuve. Il lui reste une autre moitié à bâtir. Durant ce temps, d'autres dizaines d'hommes épuisés construisent d'autres strates à ce mur maudit. Ils travaillent d'arrache-pied. Entre 10 autres s'écroulent de fatigue. Mais aide-les, crie le sablier. Le vieux ne sait pas ce qu'il doit faire. Il y a un petit cours d'eau plus loin. Il en amène à quelques travailleurs qui reprennent tranquillement connaissance. Ces travailleurs éveillés, cependant, n'auront jamais assez de force pour continuer de travailler comme ils doivent le faire. Le vieillard ne sait plus sur quel pied danser. Le souverain va chercher un morceau de sanglier et il en offre aux travailleurs avachis de fatigue. Ceux-ci se redressent tranquillement sur leurs genoux. Le souverain court chercher des pommes de terre. Elles cuisent sous l'effet de la chaleur. Le vieux court chercher un peu d'eau dans ses mains et leur en fait boire. Les travailleurs se redressent bientôt sur leurs jambes. Ils sont maintenant capables de marcher. Le souverain les pousse à continuer d'empiler des pierres. Ils empilent les pierres les unes par-dessus les autres. Tout le village s'est mis à retravailler de nouveau. Un nouveau pan du premier au deuxième mur se construit. Le sablier a presque atteint la fin du volcan. Il ne sait plus sur quel pied danser. Tous les paysans lui semblent travailler au ralenti. Peut-être leur manque-t-il de nutriments. Allez, le vieux, pars chercher du sanglier. Il y en a encore sur la grande table. On ne parle pas comme ça à un vieux. Bien, alors, s'il te plaît, le vieux, pars chercher du sanglier. Le vieux bougon se dirige à petits pas arc-boutés vers la grande table. Toi, le souverain, ne reste pas planté là. Donne-leur de l'eau. Je te prie de me vouvoyer, le sablier. Je n'ai à vouvoyer personne. Je suis un demi-dieu. Le souverain renfrogné court chercher des chaudières d'eau qu'il donne aux travailleurs qui s'y donnent sans relâche. Le sablier a déjà le temps d'agrandir le deuxième mur. Il en est au quart du volcan. Tout ce travail doit mener à quelque chose, quelque sauvetage de Pompéi. Sinon, ce labeur ne ferait aucun sens. Les travailleurs continuent de transporter du matériel afin de solidifier le mur. Des poutres, entre autres, pendant que d'autres amènent des pierres et les empilent. Il y a de l'eau en abondance. Cependant, les réserves d'eau diminuent à cause de la chaleur du Vésuve. La chaleur, justement, devient presque intolérable. C'en est au point où des travailleurs manquent de se brûler en empilant des pierres et en amenant des poutres. Tout le mur rougit et réchauffe. De même que le deuxième mur. Continuez d'amener des pierres, hurle le sablier. Mes hommes sont à bout, rétorque le souverain. Donne-leur des vivres, rétorque le sablier. C'est ce qui achève les extraits que je voulais vous lire. C'était pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est mon projet, pour que vous ayez une idée de comment c'est écrit, comment c'est quoi les personnages. C'est ça. Fait que je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Au plaisir.